Oh là là. Bon, alors, cette affreuse chose qui fait des ennuis, on va la mettre là. Bon, désolé pour ce long moment technique. Et donc, on peut commencer. Merci à Marie-Ève Lacusin pour sa patience. Je ne ferai pas une bonne apparitrice. Merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous d'être venus. Je voudrais juste préciser, le séminaire s'appelle Chiffrer et déchiffrer, les mondes, des enjeux coloniaux. Alors, en tout cas, dans les archives de BNP Paribas, ce sera plutôt la facette déchiffrée que chiffrée, puisqu'on a, on a très peu de données chiffrées. On a beaucoup de, enfin, beaucoup de documentation et de choses, mais voilà, donc ça sera plutôt l'aspect déchiffré que je vais vous présenter. Et j'ai appelé cette présentation Archives du monde colonial. Alors, entre guillemets, nous n'avons pas du tout dans nos archives ce genre de notion, même si nous avons un grand fonds qui s'appelle les États coloniaux, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Voilà, c'est juste pour mettre au clair un certain nombre de choses pour pas qu'il y ait de malentendus de départ. Alors, avant de vous présenter plus précisément nos fonds, je vais vous présenter peut-être le groupe pour que vous compreniez comment est-ce que ces fonds ont été ont pris vie dans le groupe BNP Paribas. Et cela va vous permettre aussi de comprendre ce qu'on peut y trouver ou ne pas trouver aujourd'hui dans le groupe BNP Paribas. Alors, on va tout de suite, je vais vous présenter très brièvement la composition du groupe. Alors aujourd'hui, le groupe BNP Paribas existe depuis la fusion en 2000 entre les groupes BNP et Paribas. Mais c'est un groupe qui doit son existence à un nombre, à une myriade de banques qui l'ont composé, qui la composent encore aujourd'hui ou qui ont disparu. Alors là, on a essayé de mettre, de cartographier de manière la plus visible possible les différentes banques qui ont composé ou qui composent aujourd'hui le groupe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que BNP Paribas, on pourrait dire qu'avant de devenir BNP Paribas, il était une fois, en 1848, donc une révolution, la révolution de 1848, qui a mis à terre l'économie française à l'époque. Et donc, le gouvernement, pour essayer de maintenir l'économie à flot, a créé 61 comptoirs d'escompte et dont deux comptoirs sont les banques ancêtres de la partie BNP du groupe BNP Paribas, donc des banques ancêtres. Donc il y a eu le comptoir d'escompte de Paris et le comptoir d'escompte de Mulhouse. Le comptoir d'escompte de Mulhouse a disparu. Le comptoir d'escompte de Paris, qu'on a appelé le comptoir national d'escompte de Paris, a existé donc, par intermittent jusqu'en 1889, jusqu'en 1851, puis est devenu le comptoir d'escompte de Paris, puis est redevenu le comptoir national d'escompte en 1889 et a vécu jusqu'en 1966. Et l'une des banques qui forme le groupe, qui a formé BNP. Voilà, donc c'est sûr, donc CNP a été la banque fondatrice avec le CNEM ou le CEM, mais qui lui a disparu en 1930.
Et donc ça, c'est pour la partie BNP. Parallèlement, en 1872, vous avez la création de la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est en fait la banque ancêtre de Paribas. Paribas, dont le nom apparaît en 1982, après la nationalisation des banques, et qui, elle, est la partie, c'était une banque d'affaires, une grande banque, comme on les appelait au 19e siècle, contrairement au CNP, donc, qui est au départ une banque qui fait de l'escompte, donc c'est du crédit à court terme, et qui après va devenir une banque de détail, un peu sur le même type que les banques qui apparaissent dans les années 1870, le Crédit Lyonnais ou la Société Générale. Et alors, vous avez parallèlement donc, la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est une banque qui a vu le jour dans la partie flamande de l'Europe, en Anvers, Bruxelles et Luxembourg, et qui, elle, était une banque d'investissement. Qui est une banque d'investissement et qui est dans la droite, ce qui est dans la droite ligne Paribas, et Paribas jusqu'à la fusion en 2000 était une grande banque d'investissement. Elle est encore aujourd'hui, chez BNP et Paribas, on a un grand pôle d'investissement qui en est l'héritier. Alors, suite, donc vous avez donc d'un côté le CNP qui va fusionner avec la BNCI, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, qui est fondée en 1931 et qui va jusqu'en 1966 est aussi une autre grande banque, faire partie du top 4 des banques françaises, et que je vous présenterai après parce que elle regroupe un grand fonds. Elle s'est développée pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique noire essentielle, en grande partie, et donc il nous reste un grand fonds issu de cette BNCI, qui donc a disparu en 1966. Est-ce que je peux vous demander de tourner un peu l'ordinateur? Comme ça? Si vous pouvez le mettre. Pardon. Excusez-moi. Merci. À vos petites tâches. Voilà, donc en 1966, la création de BNP, qui est issue de la BNCI et du CNP. Et de l'autre côté, vous avez la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui va devenir Paribas en 1982. Et ces trois banques, enfin ces deux banques, BNP et Banque de Paris et des Pays-Bas, ou Paribas, comme on l'a appelé après, vont former en 2000 le groupe BNP Paribas. Donc c'est une histoire assez tortueuse, qui n'est absolument pas linéaire comme l'histoire des banques telles que le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, et c'est ce qui va expliquer en fait l'état des fonds de BNP Paribas que je vais vous présenter. Ce sont en fait des fonds qui ont subi pas mal de pertes, dues en partie à cette histoire tortueuse. D'autre part, les racines de la banque remontent à 1822 avec la Société Générale de Banque de Belgique, qui est la banque ancêtre de Fortis. Fortis qui a été racheté en 2009 par le groupe BNP Paribas. Et donc, alors, ces fonds ne sont pas logés chez nous. C'est des fonds qui appartiennent à BNP Paribas Fortis et qui appartiennent à la Belgique. Et ces fonds qui, pendant très longtemps, étaient entretenus par la banque, une grande partie de ces fonds, aujourd'hui, a été transmise aux archives du Royaume
de Belgique. Et donc, une partie de ces fonds, et donc une partie des fonds qui concernent l'histoire du Congo et des relations de la banque avec le Congo, se trouve aujourd'hui dans ces fonds du Royaume. Voilà, mais ça, je vous en parlerai tout à la fin, c'est-à-dire que ça, c'est des fonds que nous ne gérons pas directement aujourd'hui, mais que nous connaissons très bien et qui sont bien documentés. D'autre part, je voudrais juste préciser une chose, c'est que donc le CNEP dont je vous ai parlé au départ a une vocation, au départ, une vocation de banque internationale. C'est-à-dire que les premiers pays et les premières agences qui ont été ouvertes en 1860 l'ont été à l'étranger, et dans un étranger même très lointain, puisque les premières sont en 1860 à Shanghai et à Calcutta. Pourquoi ? Parce que vous aviez un certain nombre de commerçants français qui, à cette époque-là, ouvraient des comptoirs et qui avaient besoin d'être accompagnés par des banquiers. Et donc, c'était pour les accompagner au plus près de leurs besoins que le CNEP, sur la demande des consulats français sur place, ouvrait des représentations, des comptoirs, ou des agences sur place. Ce n'est qu'à partir de 1867 qu'on a vu les premières agences du CNEP en France, et donc Marseille, Lyon et Nantes. Et comme vous voyez, géographiquement, c'est des villes qui sont des villes, alors pour Nantes et Marseille, des villes portuaires, pour pouvoir en fait avoir des relations plus directes avec l'extérieur. Et Lyon, c'est pour des raisons économiques et le commerce du verre à soie. Voilà. En ce qui concerne nos fonds, donc ces fonds vont être issus de toutes ces différentes banques qui composent aujourd'hui le groupe BNP Paribas. Et c'est des fonds qui sont extrêmement composites, aussi bien par les formats de documentation qu'on peut proposer que par les volumes qu'on peut trouver dans les différents fonds. Donc, on a aussi bien donc des archives papier. On a aussi donc dans les archives papier, c'est tout ce qui est correspondance, correspondance circulaire, rapport annuel, rapport mensuel, enfin tout ce qui concerne le papier et qui en partie est numérisé. Mais c'est un travail extrêmement fastidieux, donc on l'a commencé il y a une bonne dizaine d'années. Donc vous avez une partie des fonds qui sont numérisés, mais une grande partie ne l'est pas. Vous avez un grand fonds d'affiches qui, lui, est pratiquement tout numérisé. Vous avez un grand fonds de photos et d'imprimés qui sont tous pratiquement aussi numérisés. On conserve un grand fonds de périodiques, donc avec 117 titres. Vous avez des archives numériques aujourd'hui, qui ne peuvent être concernées moins aujourd'hui. Mais on a aussi un grand fonds d'objets, des collections d'objets qui se composent de plus de 2000 objets. Et tout ça, ça représente à peu près, on n'en est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait atteint, mais pas loin de 4 km linéaires d'archives.
Alors, comme je vous l'ai dit, les entités vont regrouper donc un certain nombre de dossiers, mais le volume et l'exhaustivité des thématiques traitées n'est pas homogène. Alors, en fait, on n'a pratiquement rien en ce qui concerne aujourd'hui la BNC, donc la Banque nationale du crédit, qui, elle, a une vie donc entre 1880, de 1913 en 1931, on n'a pratiquement rien. Et ce qu'on conserve essentiellement se trouve dans les archives du monde du travail aujourd'hui, comme une grande partie comme une grande partie des fonds de la Banque ottomane qui a été transmise dans les années 90. Donc, tout ce fonds a été transmis aux archives du travail. Les archives du CNEP, elles, sont des archives qu'on appelle, enfin, que je dirais, c'est plutôt des archives bruyères. Malheureusement, tout n'a pas été conservé. Et ce qu'on conserve, c'est qu'à partir de 1889, on a, je crois, rien qui date de 1848. Donc, on commence à partir de 1889 en ce qui concerne les rapports, les AG et puis les rapports hebdomadaires des comités d'entreprise, des comités de la banque. Donc, ils sont assez succincts. Ceux de la BNP et de la compagnie bancaire sont importants, mais en sachant que pour la BNP, malheureusement, dans les années 80 et une partie des années 90, il y a eu pas mal de pertes. Et puis, il faut savoir aussi que ces archives ne sont pas toutes accessibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont nous ne donnons accès aux archives que jusqu'en 1995. On a pour le moment l'accès, la consultation est fermée pour des raisons légales. En fait, nous sommes alignés sur ce qui se fait dans les archives publiques. Et donc, en théorie, nous ne donnons pas accès. Après, tout dépend des sujets qui sont traités. Et donc, c'est au cas par cas. Voilà. Et quant au fonds de Paribas, c'est celui qui est le plus conséquent en termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Et il va être un fidèle représentant des missions et des activités de la banque depuis 1872. Voilà. Alors, en ce qui concerne les archives de ce que j'ai appelé le monde colonial, on va commencer donc par les archives qui concernent Paribas et un fonds qui est le plus représentatif et qui serait un petit peu, enfin, c'est le fonds Jean Cabet, qu'on appelle le fonds Cabet, et qui lui sera très intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est une des pépites, là, le fonds KB est une des pépites des archives historiques de Paribas. Il va regrouper les documents les plus anciens et les plus significatifs des actions de cet établissement à travers aussi bien ses implantations que ses actions dans le monde, et il va constituer une base de recherche sur les 100 premières années de la banque. Voilà, donc vous avez un panorama très très large de documentation que vous allez pouvoir trouver dans ce fonds. Alors, ce fonds, il a été créé par Jean Cabet, donc, qui a été secrétaire général puis directeur honoraire de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et qu'il a initié à partir des années 60. Quand il est parti à la retraite. Donc,
En deux mots, qui était Jean Cabet? Jean Cabet est né à Tizi Ouzou en 1900. Il était licencié en lettres et en droit. Il était aussi diplômé des langues orientales, ce qui a son importance pour essayer de comprendre sa démarche, puisqu'il parlait aussi bien l'allemand, l'anglais et le russe à l'époque. Il a été embauché volontaire en 1918 et puis il est rentré à la banque en octobre 1920, donc à la banque de Paris et des Pays-Bas. Donc je vais passer très vite sur sa carrière. Il a été fondé de pouvoir en 1936, puis sous-directeur en 1941, directeur adjoint en charge du secrétariat général en 1948. Voilà, donc il est parti, il va devenir secrétaire général en 1963 de la banque et directeur honoraire en 1965 au moment de son départ à la retraite. Et c'est donc pendant 45 ans, il a travaillé chez BNP, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, et va être associé de près ou de loin à toutes les opérations financières qui ont touché à la banque. Il a par exemple été administrateur de la compagnie franco-marocaine. Donc la compagnie franco-marocaine, c'est l'ancienne compagnie des chemins de fer du Maroc. Donc, il va, par sa biographie, on voit qu'il va mettre son sens des relations financières et sa passion pour l'histoire au service de la banque, en débutant un classement des archives historiques de la Banque des Pays-Bas en 1965 jusqu'en 1987. Donc, pratiquement 20 ans, et s'est occupé à organiser, à classer toute la documentation qu'il avait à sa disposition. Donc, aujourd'hui, il est considéré comme l'inspirateur des archives historiques de la banque. Puisqu'il a constitué en fait des dossiers de personnalités, il a rédigé aussi des textes et des grandes affaires. À l'époque, les normes archivistiques ne touchaient pas le milieu de la banque, exclusivement le milieu des archives publiques. Et donc, c'est pour ça que on va retrouver aujourd'hui dans le fonds KB, ce sont des archives qui sont classées avec pour seul critère la zone géographique, donc par pays. Et nous avons conservé ce classement aujourd'hui dans notre fonds. Et donc, pour chaque pays, vous avez un regroupement qui a été fait par thématique. Et donc, c'est des thématiques transverses qu'on va retrouver dans tous les dossiers pays, donc qui vont toucher les financements, les participations, les investissements industriels et financiers, les filiales, les relations avec les bureaux locaux et les autorités du pays, avec le siège donc, qui se trouvait donc pour la Banque de Paris et des Pays-Bas en Belgique, à Bruxelles, et ses différentes directions. Ce fonds, il est très riche et surtout, il va pouvoir nous renseigner sur un pays à un instant clé. Et c'est ce qui le rend très intéressant parce que vous avez une photographie, un panorama très complet du pays, aussi bien avec des remontées du pays lui-même qu'avec un certain nombre de données, de commentaires faites au siège. Alors, il y a 31 cotes dans ce fonds KB. Et donc, 31 cotes, ça veut dire qu'il y a 31 pays, 31 dossiers pays. Donc, 31 pays dans lesquels la Banque de Paris et des Pays-Bas a été présente et a été impliquée, ou plus ou moins impliquée. Donc, un certain nombre de ces pays, aujourd'hui, ont disparu. Un certain nombre ont été
révolutionné, donc il n'existe plus en tout cas sous la dénomination telle que la trouver aujourd'hui dans le fonds KB. Et certains aussi sont encore des partenaires privilégiés du fonds. Alors, je ne suis pas encore arrivée au fond qui nous intéresse. Pardon. Ah, excusez-moi. Donc, comme je vous l'ai dit, dans tous ces fonds, il y aura toujours les mêmes thématiques que vous allez pouvoir trouver. Donc, les grands financements de la banque dans ces pays, les participations et les filiales avec la prise de participation qu'a pu avoir la Banque de Paris des Pays-Bas, à quelque niveau que ce soit. Et puis, la gestion administrative et les relations locales. Et donc, vous allez avoir des échanges entre le pays et le siège, et ce qui va donner, ce qui va être une source importante pour l'implication de la banque dans ces pays, ou la non-implication. Alors, le fonds qui va être peut-être le plus intéressant pour vous, ce sera celui qui est dénommé Colonie française, donc c'est le fonds 21 KB. Alors, ce fonds, le plan de classement est organisé à partir de zones géographiques, mais aussi des principales filiales et des participations de la Banque de la Banque de Paris et des Pays-Bas dans ces pays. Alors, la subdivision aux zones géographiques est les classiques de l'organisation coloniale française de l'époque, je précise. Donc, vous allez retrouver, je vous ai fait une petite extraction et vous allez retrouver donc, les fonds qui vont concerner donc, l'AEF, l'AOF, l'Afrique orientale, l'Afrique septentrionale, dans laquelle vont être classées l'Algérie et la Tunisie, l'Amérique septentrionale et équatoriale, et puis l'Indochine française. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le Maroc. Alors, je vous réponds tout de suite. Le Maroc, lui, a un dossier qui concerne uniquement le Maroc, c'est le dossier 27 KB. Pourquoi le Maroc fait l'objet d'une cotation particulière? Alors, elle se justifie pour deux raisons. Tout d'abord, le Maroc, comme la Tunisie, c'était des protectorats, donc ils avaient un statut particulier. Mais surtout, le Maroc est sans commune mesure, par ses investissements et l'implication de la banque, sans commune mesure avec les autres pays. Et donc, ça justifiait la création d'une cotation à part, puisque la Banque de Paris et des Pays-Bas a été extrêmement présente dans ce pays à partir de 1912. Donc 1912, et donc c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui encore BNP Paribas est présente au Maroc avec la BNCI. Alors, je vous ai fait une extraction. Alors, je ne sais pas comment. Je vous la fais peut-être. Malheureusement, je n'ai fait qu'une copie. Donc, vous avez une extraction de l'Afrique équatoriale française. Alors, ce n'est pas une extraction complète, mais vous pouvez vous faire une idée du type de document que vous pouvez trouver avec son inventaire. Donc, voilà, vous verrez l'Afrique équatoriale française. Si vous en avez besoin, après, je vous enverrai et vous pourrez faire des photocopies. Pardon. Ça n'a pas marché? Alors, il y a aussi, donc en sous-partie, dans la participation française et industrielle, vous avez dans le cadre de classement, un cadre qui s'appelle participation dans les sociétés financières.
Et en ce qui concerne l'Afrique, vous allez pouvoir trouver des participations financières qui concernent des pays tels que le Maroc, la Banque de Madagascar, la Banque de Paris et des Pays-Bas Cameroun, la Banque gabonaise de développement, la Société gabonaise de participation et de développement dont l'acronyme est le SOGAPAR. Ça, c'est les années 50-60. Ça, c'est les années 50-60, tout à fait. Alors, ça, c'est les sociétés financières. Vous avez aussi une grande partie qui concerne les sociétés industrielles. Donc là aussi, pour vous donner un ordre d'idée, en ce qui concerne l'Afrique, vous avez donc des pays tels que l'Algérie, avec la Société commerciale de l'Ouest africain, la SCOA. Vous avez le Maroc, l'Éthiopie, la recherche de cuivre en Haute-Volta, la Société sucrière du Sénégal, la Société textile du Tchad, et des sujets comme des industries comme l'hôtellerie et le tourisme. Alors, vous voyez, c'est très hétérogène. C'est ce qui a pu être conservé ou c'est les secteurs ou les industries qui intéressaient la banque à un instant T. Voilà. Dans le cadre de classement qui s'appelle Généralité, vous avez j'ai fait aussi une petite extraction où vous pouvez avoir des informations sur les territoires et les départements d'outre-mer pour les années 52-58. Vous avez des comptes rendus des journées d'information organisées par un certain nombre d'industriels, comme Électricité et Gaz de France, à la cohésion d'un congrès qui s'est tenu en 1957 et qui portait sur l'électrification des territoires et des départements d'outre-mer de l'Union française. Mais je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, c'est assez hétérogène, hétéroclite, mais si vous avez un sujet... alors, si vous avez un sujet très précis et vous pouvez tomber dans le mille, ou bien vous avez un sujet qui porte sur une industrie, et là, vous pouvez trouver peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Alors, le deuxième fonds que je voudrais vous présenter, c'est celui du Maroc, dont je vous ai parlé, donc le 27 KB. Donc, c'est le seul État de l'Empire colonial français, donc entre guillemets, qui a une cote spécifique dans le fonds KB. Donc, c'est un fonds qui est très conséquent et qui est conséquent à la hauteur de l'importance que ce pays a eu pour la Banque de Paris et des Pays-Bas. Comme je vous l'ai dit, c'est installé à partir donc de 1912, puisqu'elle est l'une des instigatrices de la formation de la Banque d'État du Maroc. Je reviendrai sur la Banque d'État du Maroc un peu plus tard. Donc, elle était chef de file, mais il y a eu 13 ou 14 banques françaises qui ont participé à la création de la Banque d'État du Maroc. Donc, outre des financements dans les secteurs dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, l'agroalimentaire, le bâtiment, les travaux publics, les transports, les collectivités, etc. Il y a toutes les participations de la banque dans diverses entreprises qui ont été importantes et structurantes pour le Maroc. Donc ces investissements ont participé au développement économique du pays. Alors, on va trouver des informations aussi bien de la Société internationale de régie co-intéressée des tabacs du Maroc que de la compagnie franco-espagnole des chemins de fer de Tanger à Fès ou de la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Toutes les participations de la banque sont référencées. Mais surtout, ce qui est mis en exergue, c'est le rôle clé qu'a joué la Banque de Paris et des Pays-Bas dans la création et après l'activité de la Banque d'État du Maroc, à la fois comme banque d'État et comme banque émettrice.
Voilà. Et donc, pour ne pas vous faire languir plus longtemps, nous avons les fonds de la Banque d'État du Maroc qui se trouvent dans les fonds de la Banque de Paris, enfin dans le groupe BNP Paribas. Malheureusement, pour le moment, ce fonds n'a pas encore été inventorié. Et donc, nous commençons l'inventorisation en ce moment. Donc, il n'est pas accessible pour... nous n'avons pas d'inventaire organisé à proposer pour le moment. Mais dès que ce sera fait, c'est un fonds qui sera ouvert à la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est ouvert à la recherche, mais ça demande, des recherches fastidieuses pour nous, parce que en fait, tous ces fonds aujourd'hui, ils se trouvent dans des cartons qui n'ont pas été classés. Alors, nous avons un pré-inventaire, mais nous n'avons rien d'organisé, de classé. Donc, pour un chercheur, aujourd'hui, c'est très difficile de travailler. Alors, il y en a qui travaillent avec notre aide, mais c'est aujourd'hui se déplacer à Dinan, où se trouvent nos fonds, et puis c'est travailler ensemble pour s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est un fonds c'est un fonds qui aujourd'hui en plus doit recevoir plus de choses que ce que nous supportons pour le moment. En ce qui concerne le fonds KB, donc 27 KB Maroc, donc j'ai fait aussi une petite extraction. J'ai extrait juste ce que vous pourriez trouver, par exemple, dans le cadre de classement, qui s'appelle le cadre documentation. Donc, dans la documentation, vous allez pouvoir trouver des documents qui concernent la colonisation française au Maroc pour les années 23-25. La zone internationale de Tanger, 1921-1953. Les irrigations au Maroc, donc tout ce qui concerne la question de l'eau, 48-52. Les dommages de guerre pour l'année 51. L'organisation économique et financière du pays pour les années 26-63. Donc, c'est au moment du protectorat et jusque l'indépendance. L'organisation politique et juridique du pays, donc 1906-1956, donc c'est toute la période du protectorat. La présence de Paribas au Maroc pour les années 1904-1951. Et un certain nombre de correspondances pour les années 1904. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir trouver dans le cadre documentation. Mais vous allez aussi pouvoir trouver tout ce qui concerne la compagnie sucrière marocaine, les emprunts chérifiens, les établissements financiers, le secteur agricole, agroalimentaire, de l'industrie minière, des infrastructures, des télécommunications, des transports, du bâtiment et des travaux publics, du commerce, du textile, du tourisme, du secteur énergétique, financier et bancaire, immobilier et la ville de Casablanca. Ça, c'est le fonds KB tel que aujourd'hui. Et comme c'est des fonds clos, voilà, il ne changera pas. Donc, alors, vous avez là un certain nombre de documents qui concernent le chemin de fer du Maroc, parce qu'on a travaillé sur ce sujet, mais voilà, c'est juste un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver, mais extrêmement succinct. Et vous pouvez aussi voir l'état de la documentation qui est très satisfaisant pour la recherche. Donc, vous avez un certain nombre de documents qui sont numérisés. Par exemple, les affiches sont toutes numérisées. Et les imprimés. Ce qu'on appelle les imprimés, c'est voilà, les actions.
Et sinon, voilà, les cartes des contrats qui ont été conclus, la correspondance, tout ça, c'est des archives, ce qu'on appelle des archives papier, qui sont consultables sur demande, aussi bien à Aubervilliers où on se trouve, qu'à Dinan, si c'est pour une recherche un peu plus longue. Vous avez des conditions idéales pour travailler dans nos fonds en Bretagne. Alors, en ce qui concerne le fonds d'État du Maroc, je vous ai dit où on en était aujourd'hui. Donc, on a commencé à le passer et on espère que d'ici la fin de l'année, ça sera fait. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus si vous intéresse. Par contre, tout ce qui concerne la photothèque, elle est disponible. Alors, quand nous trouvons des photos que nous numérisons après dans les dossiers, ce sera fait aussi pour le Fonds d'État du Maroc et ce sera des photos, en tout cas, ce sera une icono qui sera aussi accessible sur demande sans besoin de passer par une consultation papier. Je peux vous poser une question par rapport à ça. C'est accessible en ligne ou c'est accessible seulement chez vous? Alors, c'est accessible pas en ligne, c'est accessible sur demande et on vous envoie directement. Voilà. Alors après, on ne va pas vous envoyer 110 000 photos, mais par contre, si vous avez besoin, vous savez que nous possédons des photos je vous dis, voilà, des photos d'État du Maroc au début du XXe siècle et vous en avez besoin pour illustrer votre thèse, des cours, un ouvrage, ils nous appartiennent, donc c'est notre propriété et nous vous les communiquons. Bien sûr, la seule chose qu'on demande, c'est que les crédits de nos archives soient mentionnés. Voilà, donc c'est des fonds qui ne sont pas, enfin c'est des fonds qui sont accessibles à tous et nous sommes très ouverts aux chercheurs et nous sommes très appétants pour que ces documents soient divulgués et partagés. Je vois que par exemple que nous avons Thierry Guillopé qui se trouve donc, à Marseille et qui lui a consulté chez nous des fonds qui concernent l'Algérie, des fonds donc, de la ville d'Alger. Et il a demandé la permission à pouvoir les diffuser un certain nombre de cartes et de photos pour son projet. Et bien sûr, il a eu l'accord. Et donc, ces documents sont aujourd'hui en ligne. Voilà. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Alors, comme je vous ai dit, on a d'autres endroits, donc dans les fonds de Paribas, où on peut trouver un certain nombre de choses qui concernent le monde colonial. Ça peut être dans les fonds de la direction générale, qui est constitué des archives des directeurs généraux, des présidents.
Madame Racusin, faut allumer le micro sur l'ordinateur. Je sais pas s'ils nous entendent, Thierry. On peut discuter entre nous. Je sais pas si j'ai le téléphone d'Emmanuel. On rentre dans le secret défense, il faut plus rien dire là. Ouais, faudrait que. T'as pas le numéro d'Emmanuel? Pas du tout, non, je la connais pas. Je sais pas qui est dans la salle là-bas. Non, mais en fait, c'est enregistré, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont à la MSH Nord là, c'est ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, puis. Ah bah voilà. Comme ça, vous entendez? Ah, oui, c'est Oui, bon. Désolé d'avoir. parfait, Emmanuel. Ouais, mais on va avoir en Larsen, là, je pense. Bon, merci, et merci à Marie-Ève de résister à tous ces aléas techniques qui sont particulièrement importants aujourd'hui. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que vous pouvez, enfin, je ne sais pas si vous voyez le document, je vous ai fait une petite, vous avez une petite photo du type de document aussi que vous pouvez trouver. Donc, c'est on trouve donc dans le fond de la gestion administrative à l'international un certain nombre de rapports qui concernent ou bien des pays ou bien des industries qui intéressaient la banque de l'époque. Ou des économistes ou des spécialistes des finances
mais on a beaucoup d'architectes, d'urbanistes, voilà, ça peut intéresser aussi des anthropologues, il y a des sociologues qui viennent, des historiens de l'art. Voilà, donc il ne faut pas se sentir illégitime exactement pour venir chez nous. Il y a énormément de choses et il y a énormément de choses qui ne sont pas connues de ces populations. Et nous sommes ouverts à pouvoir élargir notre auditoire et notre cible chercheur. Voilà, donc on sera très très content de pouvoir vous accueillir et voilà, on vous présente aussi des documents qui peuvent vous donner des idées dans le cadre de vos travaux ou bien peut-être pour des travaux futurs. Alors, ça concernait les fonds de Paribas. Alors, j'ai pas été exhaustive, vous pouvez trouver encore d'autres fonds, mais c'est les fonds principaux dans lesquels vous allez pouvoir trouver des choses qui concernent le monde colonial tel que je l'ai appelé. Alors, je vous avais présenté la BNCI, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, qui, elle aussi, a de grands fonds qui concernent le monde colonial. Alors, en deux mots, la BNCI, elle, a été créée en 1931, après la faillite de la BNC, et donc a vécu jusqu'en 1966, jusqu'à la fusion avec le CNEP. Elle va prendre son essor international en 1938 en installant une petite représentation à Londres pour prendre son essor dans les années 40, mais via l'Algérie, d'où elle va essaimer sur tout le continent africain, le Moyen-Orient, un petit peu en Asie et puis en Amérique du Sud, mais ça nous, voilà, je mets pas l'accent sur l'Amérique du Sud. Donc en 1940, elle va prendre le contrôle de la Banque de l'Union nord-africaine, qui va être rebaptisée BNCI Afrique, BNCA. Et à partir de là, elle va ouvrir des agences à Saint-Louis du Sénégal, à Abidjan, à Conakry, à Brazzaville, Pointe-Noire, Bangui, Douala, Madagascar et La Réunion. Donc, elle va constituer un réseau international d'agences qui couvrira en une dizaine d'années tous les grands territoires français d'outre-mer, où elle profitera du développement de nombreuses activités générant effectivement des capitaux très importants. Et parallèlement, dans les années 42 et 44, elle va ouvrir une trentaine de sièges en Syrie, au Liban, qui à l'époque sont sous mandat français, tout en poursuivant son expansion depuis Alger, donc en Afrique noire. Donc toutes ces banques, après la libération, ces banques vont être nationalisées. La présence donc à l'étranger de la BNCI va se poursuivre, mais par une politique de filialisation, ce qui va permettre d'avoir une organisation plus souple pour elle, et qui va s'avérer assez judicieux au moment de la décolonisation. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces banques vont perdurer après. Donc, je sépare. Et donc, la plus importante d'entre elles est par exemple la BMCI, la banque. Donc, ça, c'est pour Paribas. Mais on a la banque de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Sénégal a été rétrocédé, a été vendu. On se désengage de plus en plus aujourd'hui en Afrique noire. Il nous reste quelques pays en Afrique. Et donc les pays dont je vous parle aujourd'hui, donc les pays de la BNCI, on va dire, il en reste très très peu aujourd'hui.
Donc, les fonds que nous avons, c'est des fonds qui concernent essentiellement les circulaires, donc les circulaires de la banque, l'immobilier et les filiales et implantations sur le continent africain. Donc, les circulaires, elles reprennent au fil du temps les informations qui sont nécessaires à l'activité de la banque, aussi bien dans le pays que les remontées du pays vers le siège, donc, et qui sont une source assez riche d'informations. Mais c'est vrai que c'est un matériau qui est assez aride, on va dire. L'immobilier, lui, est constitué de dossiers qui sont liés à la vie des agences et des centres administratifs durant les 35 ans d'existence de la banque et qui sont assez intéressants. Et voilà, pour ce fonds-là, il y a énormément font appel à un grand nombre d'urbanistes et d'architectes qui sont intéressés par l'empreinte qu'a pu laisser la BNCI dans le paysage d'un certain nombre de villes et de pays africains. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, il est extrêmement bien documenté avec une grosse photothèque. Alors, ça va concerner, pour les pays qui nous concernent, l'Algérie, le Bénin, donc le Bénin ex-Dahomey, le Burkina Faso, donc ex-Volta, le Cambodge, le Cameroun, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger, la Mauritanie, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, donc l'ex-Congo belge, la République du Congo, donc qu'on a le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Vietnam. Et on a aussi un fonds qui concerne le Nigeria, donc qui nous a été transmis. Enfin, on en a hérité par la British and French Bank. La British and French Bank, qui est une filiale de la BNCI à Londres, qui a été créée en 1947 et qui, au tout début des années 50, la British and French Bank a installé une filiale au Nigeria. Donc, c'est aussi un inventaire, enfin, un fonds qui n'a pas été inventorié, mais j'ai eu la chance de pouvoir y travailler dessus donc, en 2018, quand nous l'avons récupéré de notre succursale de Londres. Et donc, ça se trouve aujourd'hui dans le fonds qui concerne le Royaume-Uni. Voilà, vous voyez que c'est un spectre extrêmement large des pays africains. Et vous avez des photos qui datent aussi bien du début du siècle voilà, vous avez des photos jusque aux années 1960-70. Il y a effectivement une très grosse photothèque qui donne. Alors, il y a une photothèque, mais il y a aussi, pour vous donner une idée donc, sur les aspects d'immobilier, pour l'Algérie, par exemple, vous avez un certain nombre de dossiers qui concernent les logements de fonction et les baux qui ont été signés dans les années 39-41. En ce qui concerne la Mauritanie, vous avez l'agence de Nouakchott dans les années 60-66. Et vous allez, donc c'est un bureau qui a été ouvert en 59 sous la direction de l'agence de Saint-Louis. En 62, la décision a été prise de transformer ce bureau en siège permanent et un bail va être signé avec la Caisse centrale de coopérative économique pour louer un local et un appartement de fonction. En 65, cette occasion est complétée par un deuxième local. Et en 66, la BNCI va céder cette activité en Mauritanie. Et puis, voilà, donc vous avez
une histoire clone, donc entre la fin des années 50 jusque 66, donc qui va concerner une agence en particulier et tout ce qu'elle va pouvoir générer autour de cette activité. Donc, vous aurez des baux, des correspondances qui va concerner la résiliation des baux, des notes, des plans et des documents sur l'immeuble qui loge cette agence. Et voilà, c'est ce genre de documents que vous allez trouver dans ces fonds. Il y a un autre, je peux vous donner un autre exemple qui concerne la République centrafricaine avec une agence à Bangui. Une agence qui est ouverte en 45 et qui est fermée en 57, et ce sera le même type de document que vous allez pouvoir trouver. Alors, voilà, vous allez pouvoir avoir un certain nombre vous faire une idée du genre de photos que vous avez, donc je vous ai dit. Voilà, donc c'est des photos généralement en noir et blanc, ou celles qui sont en couleur voilà, très passées, mais elles sont en très bon état. C'est des photos qu'on a numérisées, ce qui permet de les conserver. Et puis, voilà, ça peut donner des idées pour des études aussi bien d'urbanisme ou des études anthropologiques ou des études comparatives entre différents pays. On a aussi voilà, bon, je vais m'arrêter là. Alors, en ce qui concerne les circulaires que vous pouvez trouver, je vous ai fait, donc là, vous avez carrément l'extraction des circulaires. Alors, ces circulaires, elles se trouvent toutes chez nous. Elles sont, et je vous ai fait une extraction de tout ce qui peut être intéressant pour le monde colonial. Donc, vous voyez, c'est les années d'après-guerre jusqu'aux années d'indépendance, en fait. En gros. Et je photosynthétise. Voilà, donc ça sera un certain nombre de. C'est de la réglementation, de la législation interne, si vous voulez, ces circulaires, mais en les lisant attentivement et en ayant en fait elles ont été très très bien conservées et elles sont complètes. Ça permet d'avoir une photo et de pouvoir extraire un grand nombre d'informations très utiles sur et les relations entre ces filiales ou ces succursales et le centre, d'apprendre un certain nombre de choses sur le pays, sur la vision aussi que pouvait avoir la métropole sur ces pays. Et vous avez aussi un certain nombre de lettres circulaires. Donc, ces lettres circulaires qui ont été envoyées entre le réseau et le siège. Donc, par exemple, vous avez une série L, donc c'est les sièges d'outre-mer qui concernent l'Afrique noire, les succursales à l'étranger. Donc, c'est des lettres qui ont été destinées au siège, organes administratifs des réseaux d'outre-mer et d'Afrique noire et aux succursales de l'étranger, et qui concernent les années 47-66. Donc là, il faut prendre le bloc tel qu'il est, puis après, voilà, chercher dans ces lettres, peut-être qu'il y a des informations qui peuvent éclairer un certain nombre de relations, d'incompréhensions, de procédures, de process. Voilà, on est quand même sur un ce sont des documents qui concernent les relations de la banque
du siège et de ses succursales. Donc, ce ne sera pas, ça vous donnera des informations sur les relations qu'elle pouvait avoir et non pas sur le pays dans lequel se trouve l'agence. Mais ça en dit aussi, ça peut dire un certain nombre de choses. Alors, ça, c'était pour la BNCI. Et donc là, on arrive au fond qu'on peut trouver pour la Banque nationale de Paris, la BNP, donc qui, elle, date de 1966, qui a récupéré, en fait, l'historique du CNEP et de la BNCI. Et cet héritage, elle va le mettre à profit avec une stratégie d'expansion, donc d'expansion territoriale, qui est très déséquilibrée au moment où elle reçoit son héritage avec une implantation africaine très conséquente. Et donc, cette implantation africaine, elle va intensifier la transformation des succursales en filiales. C'est ce qu'on appelle les banques internationales pour le commerce et l'industrie, les BICI. Et elle va les internationaliser massivement. Après, elle va se tourner plus vers l'Extrême-Orient et le Pacifique en redéployant ce réseau international. Mais là, voilà, ça va nous concerner un petit peu moins. Donc, en ce qui concerne les fonds qui pourraient vous intéresser, on pourrait les retrouver essentiellement dans ce qu'on appelle, dans le cadre de classement BNP, exploitation internationale et filiale. Et donc, vous avez par exemple pour l'Afrique, toutes les banques commerciales avec lesquelles la BNP avait des relations. Alors, je ne vais peut-être pas vous les citer toutes parce qu'il y en a un nombre, il y en a un grand nombre. Je peux vous faire passer peut-être la liste si ça vous intéresse. Voilà. Il y a aussi l'océan Indien qui peut peut-être être intéressant pour vous, l'Océanie, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et peut-être un certain nombre de pays d'Asie. Il y a aussi les sociétés financières qui se trouvent dans cette exploitation internationale, avec en particulier la Banexi. Il y a des sociétés internationales financières pour l'investissement et développement en Afrique, qu'on appelle la CIFIDA. La Société financière pour les pays d'outre-mer, SFOM, la Société auxiliaire de comptabilité interbancaire de l'Afrique de l'Ouest, la SACI-AO. Voilà, on aime beaucoup les acronymes dans le groupe, c'est un peu barbare. Et puis, enfin, dans ce cadre de classement, vous avez l'exploitation internationale avec les affaires commerciales. Et pour l'Afrique, ce sont des pays, donc vous avez des généralités, vous avez donc, le Bénin qui est concerné, le Cameroun, le Congo, Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et le Royaume du Lesotho. Donc ça c'est les années 60-70 essentiellement. Peut-être qu'on arrive dans 80, mais je pense avec un peu plus de difficultés. Donc, je vous ai... Ah non, je dis des bêtises, jusque même au début des années 80. J'ai fait aussi une extraction. Je vais vous faire une idée de ce que il y a dans ces fonds. Vous avez aussi dans le fonds BNP un certain nombre de circulaires et de lettres circulaires. Voilà, donc comme pour la BNCI, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de circulaires qui vont pouvoir concerner des pays qui vous intéressent. Et donc là, on est essentiellement sur les relations de la BNP avec ses filiales.
Voilà, donc ça, c'est tout ce que nous conservons dans nos archives, dans nos fonds d'archives qui aujourd'hui sont se trouvent à Dinan. Donc, nous avons déménagé en 2020, donc à Dinan, dans les Côtes d'Armor en Bretagne, où se trouvent tous les magasins. Et nous faisons venir sur demande les dossiers à Aubervilliers si leur nombre n'excède pas 8 dossiers par consultation. Sinon, on invite les chercheurs à venir travailler pendant 2, 3, voire une semaine, 7 jours sur place. Vous avez des conditions, vous avez de très très bonnes conditions. Vous avez une salle de lecture. Vous pouvez faire toutes les photos, les photocopies dont vous avez besoin. Et puis surtout, vous êtes près des magasins. Et donc, nous avons une personne à demeure qui est responsable de ces fonds et qui peut vous aider s'il le faut à faire des recherches, et puis à vous donner à consulter des dossiers que peut-être vous n'aviez pas vus ou peut-être vous devez consulter. Il est aussi possible, puisque nous avons un programme à destination des jeunes chercheurs, donc ça commence à partir du master. Si vous travaillez sur un sujet qui pourrait intéresser le groupe, ou bien qui demande la consultation de nos fonds, nous pouvons financer, par exemple, un déplacement à Dinan. Un déplacement et le logement à Dinan pour une période, pour la période qui pourrait vous intéresser. Et puis, nous avons un partenariat avec le HESS, un partenariat dans le cadre duquel nous finançons pour des périodes de 1 à 3 mois. Nous donnons des petites allocations pour pouvoir travailler sur des sujets, en tout cas sur une partie des fonds qui se trouvent chez nous. Alors, pour le moment, c'est un partenariat avec l'UHS, mais nous sommes en train de développer aussi des partenariats avec d'autres institutions universitaires. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous avons aussi des stagiaires qui viennent travailler chez nous. Alors là, c'est un petit peu différent, le concept est un peu différent, mais donc nous avons un stagiaire de l'UPEC, donc de l'université de Créteil, qui lui est en histoire publique, donc plus dans le cadre de son stage d'études. Mais par contre, nous avons aussi un stagiaire recherche qui lui vient avec son propre sujet de recherche, travailler chez nous pendant 6 mois. Et donc, avec ce propre sujet de recherche, il peut venir travailler dans nos fonds. Et donc, ce fonds nourrit une partie de sa recherche, mais il a aussi la possibilité de continuer à travailler dans les fonds, dans d'autres fonds que ceux de BNP Paribas. Il continue à aller à ces séminaires. Et donc, il travaille 1 fois par semaine dans les fonds. Et en contrepartie, il écrit un article qui est publié sur notre site et qui est issu de sa recherche de master. Et il travaille aussi sur d'autres, et il apprend, il voit comment est-ce que l'histoire peut être appliquée dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et donc voilà, il fait un peu plus d'histoire publique, mais ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu et de voir quelles pourraient être les possibilités si jamais on ne s'oriente pas dans le monde de la recherche. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en étant historien dans le monde de l'entreprise.
Alors, voilà, et je voulais juste, parce que j'ai oublié une slide, mais donc je vous ai parlé des archives de Fortis. Alors, sachez que les archives de Fortis, elles sont ouvertes aussi au public. Alors, avec la restriction qui s'impose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une partie de ces fonds se trouve dans les archives générales du Royaume, mais elles sont accessibles. Il y a un site, et donc vous pouvez voir ce qui s'y trouve. Donc, les archives de Fortis, c'est aussi les archives donc, de la Générale de Banque, mais c'est aussi les archives de la Belgolaise. Donc, c'est une banque c'est la Belgolaise, c'est la Banque du Congo belge, qui a été créée en 1909 à l'initiative de la Banque d'Outre-mer, qui aussi était une émanation de la Générale de Banque. Et vous avez aussi les archives de la Banque d'Outre-mer qui sont aussi consultables. Donc ça, il faut vous rapprocher de Fortis. On peut vous mettre en contact avec eux. Il n'y a absolument aucun problème. Ils ont aussi des inventaires en ligne que vous pouvez consulter, voir ce qui s'y trouve. Vous pouvez poser aussi toutes vos questions. Ils ont un site qui est très, très bien fait et vous avez un contact et vous pouvez poser toutes vos questions. Mais si il y a quelque chose, si vous avez un problème, il n'y a aucun problème. Nous, on se charge de répondre ou bien à ces questions ou bien de vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent vous répondre. Et sachez aussi qu'il y a un guide des sources de l'histoire de la colonisation, peut-être que vous le connaissez, qui a été publié en 2021, je crois, Belgique, Congo, Rwanda et Burundi, et qui se trouve en ligne. Et donc, ça ne concerne que les archives belges. Et donc, le site, c'est brepolsonline.net. Et ça concerne les 19e et 20e siècles. Et donc, dans ce guide des sources, vous allez avoir un certain nombre de sources qui concernent Fortis et la Société Générale de Banque. Merci beaucoup pour cet exposé Clarisse, qui nous donne envie d'aller voir vos fonds. Donc, si je comprends bien, pour aller voir vos fonds, il faut en fait vous nous écrivez par mail, voilà. Et après, voilà. Et après préparer un peu les choses, vous donner des éléments sur le sujet. Exactement, tout à fait. Mais vous êtes précis et tout ça sera rapide. Sinon, il y a un aller-retour, on peut poser un certain nombre de questions. Mais est-ce que sur votre site, on peut avoir accès à des inventaires directement ou Non. Non. Alors, je dis non, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce travail n'a pas été fait et il est en cours de production. Donc, pour le moment, c'est très, très, très succinct. Et donc, voilà, je ne veux pas vous faire saliver et quand vous allez arriver devant, vous dire mais non, mais il n'y a rien dit. Voilà. Donc, pour le moment, on va dire qu'il n'y a rien du tout. C'est en cours de travail et c'est mis en ligne au fil de l'eau, on va dire. D'accord. Alors, je pose quelques questions au niveau questions d'abord et peut-être que je vais passer la parole aux questions. Est-ce que vous avez parlé de 37 périodiques qui étaient numérisés? Il s'agit de périodiques financiers ou... Non, c'est la vie de la banque. La vie de la banque, il y a, mais effectivement, qui ont trait à la banque, au groupe BNP Paribas. D'accord. Parce que c'est vrai que bon, on en a de plus en plus de périodiques numérisées et que j'ai le cas de énormément de. Alors, on a des doublons avec Gavica, on a des. Mais, et ça, on le trouve sur votre site, la liste des périodiques? Alors, est-ce qu'on trouve sur notre site? Je ne crois pas. Mais c'est. Alors. Mais on n'a pas d'inventaire des périodiques sur notre site. Voilà, si c'est la question, non.
peut être extrêmement dur. Alors, toute petite question. Mais c'est- Je passerai la parole ensuite aux étudiants et je reviendrai parce que je fais une question d'ailleurs. J'ai été tout à fait intéressée par ce que vous nous avez dit sur Jean Cadet. Donc, il est né à Toulouse, donc c'est une famille implantée en Algérie. Et je me demandais d'abord si c'était une famille installée depuis longtemps, etc., et quelle était cette trajectoire par rapport à ça. Et vous avez dit qu'il était diplômé des langues orientales, et je me demandais s'il était diplômé, si c'était formé à Paris, ou si c'était formé Au directement Langso, à Alger. au Langso. Non, au Langso, effectivement, ouais. Et donc, c'est Il une était famille- russophone, enfin russe, il a étudié le russe au Langso. D'accord. Et c'est une famille installée en Algérie. Installé en Algérie, mais bon, alors c'était, enfin, vous voyez la date, donc Ouais. c'est une famille française installée et puis qui est venue faire ses études en France. D'accord. Donc c'était français D'accord. du côté colonial. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Plutôt dans la bourgeoisie coloniale. Exactement, tout à fait. Pour aller faire ses études en France, il fallait voir ça. Je reviendrai après, mais je passe la parole aux étudiants. Je vais vous questions. Vous parlez bien fort. Les archives, si elles sont en néerlandais? Non, 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 non. Non. Alors, si, il y a une partie, celle qui se trouve à Anvers, mais celles qui se trouvent en Belgique sont. Mais par contre, elles ne sont pas chez nous, elles sont chez Fortis. Pour toute la partie, mais ça, vous avez accès. Donc vous nous contactez si ça vous intéresse. Et on vous mettra en lien. Et alors, effectivement, vous avez raison, il y a une partie qui est en néerlandais, mais c'est une partie, je ne suis pas sûre que... en tout cas, la correspondance qui arrive, tout ce qui est arrivé à Bruxelles, en Belgique, c'est en français. Et il y a effectivement une partie en néerlandais, mais elle est infime. En tout cas, ce qui a été conservé. J'aurais deux questions. La première, le 9 février, nous avons ici un cours avec vos collègues du Crédit Lyonnais du Crédit Agricole. Eux, ils nous ont parlé qu'à l'époque, ils avaient des ingénieurs, des ingénieurs pour sur place faire des enquêtes démographiques, politiques, culturelles, toutes les informations qui viennent. Je veux savoir s'il y a une équivalence ou non. Exactement, tout à fait. Ma deuxième question, c'est quand concerne KB25 du Maroc. On y voit simplement que la banque s'intéresse à la convention marocaine. Il s'intéresse également au tract politique, puisqu'il y a des missions de VFG en dictant là-bas. Et le rapport sur la colonisation. Comment la banque s'approprie ceci? Est-ce qu'elle a un service spécial pour... Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, il y avait un certain nombre d'ingénieurs, de spécialistes qui faisaient remonter les informations. Alors, à titre d'exemple, vous avez un grand projet qui est la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou. Donc, c'est la première ligne de chemin de fer en Chine qui a été construite on dit par les Français, mais en fait, il y avait les 2 cinquièmes qui étaient par la banque, la Société Générale de Banque, par l'ancêtre de Fortis, par Paribas. Il y avait le CNEP aussi qui était dans. Et donc, c'est celui qui a, donc Jadot, qui a construit, qui était l'ingénieur en chef de ce chemin de fer, est devenu après directeur de Paribas. Voilà, un exemple, mais effectivement, il y avait toutes ces remontées. Et donc, quand je vous ai parlé, par exemple, du Cambodge,
avec les remontées sur les rapports sur un certain nombre de secteurs. Ces rapports d'activité étaient faits par des spécialistes à la banque, puisque c'était eux qui étaient les plus à même d'avoir une idée de ce qu'on pouvait y faire. Et donc, effectivement, la banque aussi avait des relations très ténues avec les agences commerciales sur place, avec les bureaux, avec un certain nombre de bureaux d'expertise. Et elle avait aussi parmi ses collaborateurs un certain nombre d'ingénieurs, puisqu'ils étaient recrutés dans les grandes écoles, enfin, comme aujourd'hui. Ils étaient recrutés dans les grandes écoles, donc on avait des ingénieurs, beaucoup plus d'ingénieurs que d'économistes aujourd'hui, mais on avait énormément d'ingénieurs, effectivement, des ingénieurs qui se déplaçaient dans les pays. Ça va le Maroc. Alors, le Maroc, j'ai pas très bien compris votre question. Il y a le problème que les informations qui rentrent sur le rapport que vous avez donné. Non, alors je vous ai fait une extraction du type de documents que vous pouvez trouver, des thèmes qui sont traités dans la documentation que nous avons dans ce fonds. Donc, c'était des remontées qui étaient faites du pays vers le central, donc vers la France. Effectivement, il y avait beaucoup d'informations, donc ça peut être des articles de journaux, alors des articles de journaux aussi bien locaux que des articles de journaux qui étaient publiés en France, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était des dossiers qui ont été compilés par les équipes de KB, et donc cette compilation, elle venait d'un peu partout. Voilà, tout ce qu'il a pu récupérer, des collaborateurs, des directeurs, des chefs de département, mais aussi des directeurs de filiales ou d'agences qui avaient un certain nombre de documents. Et donc, c'est une compilation, mais ça donne une idée, mais c'est pas l'idée. C'est-à-dire que c'est très subjectif, puisque elle est à mettre en contexte, enfin, elle a à être contextualisée à une époque, donc c'est les années 60-80, le rapport qu'on a, donc c'est au moment de la décolonisation. Enfin, il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde ces documents. Voilà, il faut les interroger et puis et les mettre en perspective. C'est son initiative, exactement. Donc, il est parti à la retraite et donc il a décidé de regrouper des dossiers, donc des dossiers par pays. Donc on en a 31 aujourd'hui. Et donc sur un certain nombre de thématiques, donc j'en ai cité 3 qui reviennent en permanence, mais il y a des dossiers qui sont beaucoup plus complets, il y a des dossiers qui sont peut-être un peu plus, qui le sont un peu moins. Et il était entouré d'une équipe qui travaillait avec lui, et voilà, c'est un peu l'initiateur, si vous voulez, des archives historiques du groupe. Dans notre fonds, voilà, aujourd'hui, mais à l'époque, non. Pas du tout. Pas du tout.
pas du tout. Et on a, ne correspond pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous l'expliquais. Donc, lui, il crée des dossiers par pays, par zone géographique, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ce qu'on ne faisait pas à l'époque on thématisait, voilà. Exactement, puisque des cas, comme vous dites, des cas, c'est très bien, des cas, c'est-à-dire par pays. Donc vous avez le pays, voilà, Maroc, donc l'État du Maroc, et vous avez effectivement le contexte politique, le contexte économique, et puis après on descend effectivement tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres fonds, parce que l'organisation était tout à fait différente. Et nous, on a décidé, enfin, les archivistes du groupe ont décidé de conserver cet état-là, parce que c'est en fait un fonds qui est un fonds clos. Donc voilà, on l'a pris et donc on a une photo à un instant T. Alors, on a une question pour la BEM, pour la Banque d'État du Maroc, les archives. Et donc voilà, c'est une question ça fait des années, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait en 56? Il y a quelque chose qui était avant, en fait, il n'y avait rien organisé encore. Non, on ne savait pas qu'en 56, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un peu le flou juridique. En tout cas, ça appartient à Paribas, à BNP Paribas aujourd'hui, ça appartenait à Paribas, donc c'est sa propriété. Alors, il y a des choses au Maroc, hein, je ne dis pas qu'il y a rien, mais en tout cas, tout ce qui a été produit par Paribas, donc c'est de sa propriété, donc il est parti avec ce fonds, et c'est ce fonds-là qui intéresse, parce que il doit y avoir des trous. Il y a des trous chez nous, il y a des trous chez eux. Donc, en fait, c'est pour pouvoir rassembler aussi tout ce qui concerne les emprunts, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était une banque à la fois émettrice et qui investissait. Donc, voilà, il y a effectivement il y a une question qui concerne, mais c'est à un niveau diplomatique qui dépasse le monde de des archives. Et on a en plus des relations un peu tendues. La question n'était pas spécifique, mais je me demandais pourquoi est-ce que le classement avait été Ça, c'est juste des questions de priorisation et logistique. Il y a une question on n'a pas assez de personnel. Et puis, après, c'est une question d'organisation et de priorisation des fonds de calendrier. Donc, non, alors là, il n'y a absolument pas c'est pas un sujet ni politique, ni géographique. Enfin, c'est juste, c'est comme ça. Enfin, voilà, ça arrive que maintenant. Alors, effectivement, on a beaucoup de demandes en ce qui concerne le Maroc. Ces 2-3 dernières années. Peut-être que et que ça vienne des États-Unis, de la France ou du Maroc lui-même. Donc, on a beaucoup de chercheurs qui viennent essentiellement travailler dans le KB27. En tout cas chez nous. Après, donc, ils ne travaillent pas que dans nos fonds, et après ils vont au Maroc aussi. Et ils découvrent effectivement que nous avons la BEM, nous avons une partie de la Banque d'État du Maroc. Et donc, alors c'est pas inventorié, mais il n'est pas fermé le fonds, on donne accès. Et pour les initiés, ils savent que nous l'avons et on fait tout ce qui est possible pour pouvoir
pouvoir faire travailler dans ce fonds. Même pour nous, c'est difficile parce qu'on on a du mal à savoir où se trouvent les dossiers et ce qui s'y trouve. Alors, ouais, j'ai demandé à ce que... Oui, tout à fait. Il faut savoir que, vous savez peut-être, ceux qui sont en archives, le Maroc est en train de réorganiser complètement ses archives. Ils ont refondé les archives. En plus, il y a un gros projet en France sur Tanger, l'île internationale et sur son fonctionnement économique. Donc, je pense que c'est eux qui nous sollicitent beaucoup aussi là-dessus. Non, alors Tanger, effectivement, il y a pas mal de chercheurs qui viennent sur Tanger, mais pour le moment, on a ou bien des économistes, on a beaucoup d'historiens de l'économie qui viennent, et des Américains, par exemple, qui travaillent tous sur cette fameuse société du tabac. Alors, il y en a 2 ou 3 qui travaillent et qui ne sont pas en relation les uns avec les autres. C'est ce qui est étonnant. Alors, bon, les États-Unis, c'est un grand pays, mais c'est un sujet quand même qui est très particulier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vincent, vous me dites par effort, s'il vous plaît. Alors, quand j'ai parlé du Verasol, mais donc, comme vous savez, donc en 1867, je crois, donc la première agence au Japon est ouverte, et elle est ouverte à Yokohama, donc, qui était le port, et où était produit effectivement ce verre à soie. Et il a été ouvert, et donc c'est exactement la même période à laquelle cette fameuse crise du verre à soie s'est produite à Lyon. Et on a eu un chercheur japonais qui a travaillé très longtemps sur cette question. Alors, je sais, tout ça, c'est... Alors, votre question, c'est est-ce qu'on a des choses sur le verre à soie, sur la production du verre à soie, ou qu'est-ce qui vous intéresse essentiellement? Non, ce que je vous ai dit, c'est pourquoi Lyon a été ouvert, juste parce qu'il y avait cette activité qui était très importante pour les commerces, enfin pour les expatriés français qui se trouvaient au Japon et qui faisaient du commerce du verre à soie. C'était juste pour des raisons logistiques et pratico-pratiques à l'époque. Si votre question après, c'est où est-ce que le CNEP s'est développé par la suite, donc après le Japon, donc vous avez donc les 2 premiers 1860, l'Inde, Calcutta et Shanghai. Vous avez le Japon, mais vous avez l'Australie pour le coton dans les années 1880. Vous avez aussi les États-Unis dans les années 90. Enfin, tout était lié au commerce. Vous avez aussi au départ la Grande-Bretagne pour ce qui concernait le textile. Voilà, donc c'était très lié au commerce, enfin, au commerce international, et comme donc comptoir national d'escompte, l'escompte, donc c'est du crédit à court terme, donc entre 3 et 9 mois, et donc ça permettait d'avoir du financement rapide et relativement pas très onéreux, enfin voilà. Une question, en fait, c'est une grosse question, je ne sais pas si vous avez le temps d'y répondre, mais bon, ce qu'on voit, et la date de 65 est particulièrement intéressante par rapport à ça, c'est que c'est une banque
qui en fait a énormément participé à toute la politique de développement, tout le colonialisme de développement à partir de 1945. Évidemment, elle s'est complètement, enfin, les différentes banques qui composent le groupe actuellement se sont impliquées là-dedans et ont commencé à travailler lourdement, vous l'avez dit pour l'Algérie, par exemple, en parlant de tout ce qui était immobilier. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de perspectives parce que c'est encore la partie, enfin la période de la colonisation sur laquelle on manque de travaux et par les archives bancaires, on peut accéder à un certain nombre de choses. Mais justement, à quoi on accède quand elles investissent, et toutes ces banques, quand elles investissent à partir de la fin des années 40 jusqu'aux années 60, elles investissent auprès de sociétés, enfin, ce sont des sociétés commerciales qui s'adressent à elles, des États. Et est-ce que des individus s'adressent aussi à elles? Est-ce qu'elles Ah travaillent oui, oui, avec bien sûr, bien sûr. Alors, elle développe des agences, il y a énormément d'agences. Enfin, et vous avez, donc, quand je vous dis, dans tout le fonds immobilier, où vous avez donc des photos d'agences et vous avez des clients qui viennent. Enfin, c'est la banque en tant que et qui propose tous les services financiers qui sont afférents à une agence bancaire. Et alors, est-ce qu'on aurait les moyens, à partir de ces archives, parce que ça, ce serait absolument fabuleux, mais je suis pas sûre qu'on aurait les moyens, parce que vous avez cité, par exemple, l'agence de Bambou, il me semble, en 1945 et 1957. Est-ce qu'on peut faire une sociologie des clients Des clients, ah bah, ça serait super. Par contre, je suis... Alors, le problème de ces archives, alors, donc là, la sociologie des clients, nous, on n'a pas la clientèle, on n'a pas les dossiers des clients. Ça, par contre, peut-être que, mais ça, je dis avec des grosses lignes, je suis pas sûre que ce, en plus, à Bangui, hein, voilà, vous connaissez l'état actuel de Bangui aujourd'hui, enfin, je suis pas sûre que ce soit conservé. Mais théoriquement, c'est là que ça devrait se trouver, effectivement. Ouais. Mais enfin, Mais par exemple, on peut... pour les logements, il y a un financement de logements individuels privés ou bien c'est simplement des opérations immobilières? Alors ça, quand je vous parle des logements et de l'immobilier, c'est ce qui concernait les collaborateurs de la banque. Donc c'est le logement du directeur, alors qui peut être un local, hein, mais c'est ce qui concernait la banque. C'est ce sur quoi elle avait prise. Elle n'avait pas prise les baux qui ont été signés. C'est les baux qui ont été signés entre la banque, qui est la banque sur place, la banque, la BNCI Centrafrique, avec le propriétaire qui louait son appartement ou qui le vendait. Enfin, voilà. Donc non. Non, ça concernera pas le client qui vient faire un prêt pour acheter. Quelles sont les règles de toute façon pour des dossiers clientèle? Vous appliquez la règle des 120 ans, c'est-à-dire 120 ans après la naissance, il faut regarder le dossier, ou c'est des dossiers que vous gardez comme complètement confidentiels? Oui. On a la règle, c'est la règle des archives publiques des 120 ans. Et c'est vrai que faire l'histoire des agences comme ça sur place, et faire une histoire par le bas du développement de l'institution sur une agence, ça peut être absolument fabuleux. Oui. C'est vrai que ça demande un gros travail. C'est des choses qu'on fait dans le cadre d'une thèse, ou alors il faut que ça vous soit préparé pour un master. Est-ce qu'il faut trouver l'agence autour de laquelle vous allez avoir suffisamment d'archives pour que ça devienne un peu intéressant et en plus vous allez pouvoir éventuellement accéder aux archives locales? Oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir que nous, ce qu'on pourra vous proposer, ce sera essentiellement des archives secondaires et non pas des archives primaires pour ce genre de sujet. Donc, c'est vrai que ça veut dire que l'attention des étudiants là-dessus, ça veut dire que c'est des choses qui se travaillent beaucoup avec les archivistes pour savoir en fait quelle est l'agence qui va donner, enfin, vous allez avoir de l'archive suffisamment dense pour aller faire une ethnographie, une ethnographie historique vraiment féconde. C'est vrai que c'est des sujets qui sont passionnants. Je n'ai pas vu si sur le. Je vais passer parce que je n'ai pas vu si sur le Zoom. Il y en a qui souhaitaient vous poser des questions. Alors, la discussion. Alors,
Si, il y avait des questions de Thierry Guillopé. Alors, existe-t-il dans les fonds de la BNP des dossiers d'agents, par exemple sur tous les dossiers d'agents? Ok. Voilà, bah, c'est sur les agences en fait. C'est Thierry qui fait cette question. Ouais, c'est Thierry Guillopé qui a posé des questions sur les dossiers d'agents et sur l'histoire des agents. Eh ben, on se connaît avec Thierry Guillaume. Et alors, on peut trouver, mais Bon, écoutez, on répondait et puis. non, mais on peut trouver, mais c'est pas quelque chose. Enfin, c'est par échantillonnage. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu de. Non, il n'y a pas de prosopographie, il n'y a pas de. C'est au coup par coup ce qui a pu être conservé au petit bonheur la chance, malheureusement. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant. Pour les étudiants, on se retrouve le 23 février. Ce soir, on entendra Marie-Christine Duclet, sur les statistiques inférieures en Belgique, d'ici à l'aide de colonisation de 1930 1930. Si ça vous intéresse, Je vais vous donner rendez-vous à la part unique parce que le matériel de fonction, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un est intéressé? Est-ce que quelqu'un est intéressé? Vous avez une mail là, oui, vous pouvez me contacter directement ou bien. Merci. Alors, qui est intéressé par les vidéos? Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Non, je serais très contente de vous pouvez aussi, vous êtes. Mais j'aimerais que ce soit une convention que je vais mettre. Vous connaissez Jean-Luc Massin et mes collègues qui travaillent sur les banques, Jean-Luc Massin et Alexis? Ah oui. Alexis, Non, mais. je vais mettre avec Alexis pour faire ça. On peut faire ça directement. Non, mais très très bien, parce que c'est très de partenariat. Ouais, ça serait très bien. Pour élargir un petit peu là. En plus, chez nous, donc il y a Alexis et Jean-Luc Massin qui travaillent sur les banques, mais qui sont du 9e. Donc c'est vrai que ça fait deux personnes qui. Mais comme je vous dis, on veut aussi élargir un peu les sujets. Donc, si vous êtes intéressé par des sujets. Oui, parce que ça fait des bons sujets. On a des sujets, on peut trouver des super sujets de d'ethnographie, d'anthropologie, de psychologie. Ça peut être aussi bien économique. On a là, par exemple, des sociologues, un sociologue et un économiste qui travaille sur un sujet qui n'a rien à voir, mais sur la mécanisation de l'agriculture. Ils sont intéressés. C'est là qui est économiste. Enfin, voilà, donc ça permet d'avoir un complètement différent. Oui, mais moi, c'est la truc de me mettre Il faudrait faire un fonds qui n'est pas du tout inventorié. Donc, j'ai fait un travail de contact avec nous. J'ai fait un travail de saladiement et vraiment bien écarté parce que nous avons premier petit verreux, ce que nous avons dans le fonds déjà inventorié et les îles là-bas, ils travaillent pendant 2 jours. Au revoir, merci. Voilà. Dans le cadre d'un article. Excusez-moi. Oui, vous avez dit? Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Je vais envoyer des articles parce que il y a des choses de partenaires qui sont faites
Je vais le renvoyer par semaine. Ouais, mettez-le parce que je vais vous écrire parce que en fait j'ai réécrit un petit je suis vraiment désolée, mais j'ai pas vu à. Non, non, c'est pas. Non, le séminaire, on est fait pour pas. Ils vont demander des enfants, on peut pas. Si jamais on est bloqué, on pourra rien faire, donc on arrête. Et c'est pour ça que il faut discuter d'autres façons de faire des activités de santé pour récupérer un peu de la matière de discuter avec les séminaires allemands. Vous répondez vite, excusez-moi. Je voudrais simplement vous demander si vous changez de salle la semaine prochaine. Je crois que je ne reçois pas les mails. Alors, écrivez-moi et je vais vous rajouter dans la liste. Et en fait, je vous avais écrit, mais du coup, je n'avais pas eu de réponse. Donc, je pense qu'en fait, vous n'avez pas dû recevoir un. Non, mais on a une messagerie formidable à Paris. Parce que là, vous voyez, j'écris le 1er février, ça m'est jamais arrivé. Donc, est-ce que vous voulez pour Oui, écrivez-moi sur Gmail. Vous avez mon adresse Gmail? C'est pareil, aussi2@gmail.com. Et là, je vais vous mettre sur la liste parce que moi, j'ai une liste de toute façon, le premier jour, mais je ne sais pas si elle est aujourd'hui. Je crois que Béatrice, je ne sais pas si elle a entendu quoi que ce soit, mais enfin, là, moi, c'est pas toujours avec le comment. Bon, ben, merci. Merci. Au revoir. Excusez-moi. Alors, attendez, je remets Béatrice. Allô, Béatrice, tu as pu entendre? Oui. Bonjour. Ben non, 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 mais c'est comme ça, c'est la vie. Ben non, mais n'hésitez pas. Alors, elle n'est pas sur le baobab. Oui. D'accord, le PowerPoint, on va pouvoir le mettre. Alors, l'enregistrement et le PowerPoint, on le mettra sur les différents sites où on fait l'histoire du séminaire. Mais là, on a été déconnecté 3 fois, quoi. C'est enfin, je ne comprends pas. Bon, non, mais écoute, moi, je vais essayer d'avoir une salle à Paris 8 pour dans 15 jours, là, parce que c'est juste plus supportable. Donc, ouais. Parce que là, c'est leur système qui marche pas. Honnêtement, le truc, il est déconnecté. Hein? Bon, ouais. Ouais. Mais, bon, bah écoute, on va te libérer. Merci, toi aussi. Merci pour votre invitation. Oui, mais ça nous permet de vous faire connaître et surtout de faire connaître nos fonds et de dire et de répéter qu'ils sont ouverts. Venez, on est très content d'avoir de nouveaux profils, de nouveaux étudiants et avec des thématiques qui peut-être sont un peu différentes de l'économiste et du financiste, voilà. Qui en plus, c'est un petit monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, on avait commencé avec Emmanuel de discuter. On est aussi voilà, preneur pour signer des partenariats et je vous dis de pouvoir aider les jeunes étudiants, enfin les jeunes chercheurs, voilà, même financièrement. Donc c'est aussi le but de donc voilà, rencontrons-nous, parlons-en. Oui, non, mais tout à fait. Bon, allez, on peut libérer. Bonne journée à vous. Au revoir. Oui, non, mais c'est vrai que là, un partenariat, nous, ça serait d'autant mieux que là, vraiment, dans le département, on a 2 spécialistes. Alors, on a 2 spécialistes en histoire bancaire, ce qui veut dire qu'ils donnent des sujets aux étudiants. C'est ça, en fait, je vois. Parce que moi, je donne des sujets, mais je donne des sujets en plus. C'est très bien, on peut, mais moi, je suis histoire sociale et donc, mais c'est vrai que moi, voilà, si vous en avez à 3, vous pouvez communiquer quelque chose. Oui, on peut. Qu'est-ce que vous êtes où au Bervilliers exactement? On est du côté de. On est au niveau de la 4. C'est Rosa Parks. Rosa Parks. D'accord.
Et c'est où le Bah, Rosa Parks, on est de l'autre côté en fait du canal. D'accord. D'accord, donc vous êtes presque autre part, en fait. La grande superficie de Paris, 19e, mais bon, voilà, on a aucun public. D'accord, bah, éventuellement, effectivement, il faut que je trouve le temps de venir vous voir. C'est pas sympa que Marlès, c'est bien pour nous. En plus, on a, pour le partenariat avec le HSS, on a complètement revu. En fait, c'est très simple. C'est très simple, les modalités sont très simples, la possibilité de qualifier après, voilà, mais avec l'HSS, on y est arrivé. Hein. Ça a pris un peu de temps, mais on a tout refait, tout réécrit de chaque côté. Et il est vraiment pas très contraignant, quoi. En tout cas, pour